C'est Riva Evstifeeva et le podcast Études russes en Russie. Le podcast est soutenu par l'UXI, le campus Condorcet et l'Institut indépendant de philosophie. Aujourd'hui, nous recevons Cédric Pernet. Merci Cédric d'avoir accepté notre invitation. Tu es donc maître de conférences en langue russe à l'Université de Sorbonne. Et quels sont les enseignements que tu ensures actuellement ? Bonjour. D'abord, merci beaucoup Eva de cette invitation. Je suis effectivement maître de conférence en langue et civilisation russe, donc c'est un profil extrêmement large à l'UFR, d'autres termes à la faculté des langues étrangères appliquées de Sorbonne Université, et j'enseigne de la langue, beaucoup de langues, grammaire, traduction, du français vers le russe, du russe vers le français, et de la civilisation au sens très large, c'est-à-dire que le spectre des enseignements que notre équipe dispense s'étend de la géographie physique de la Russie à la géopolitique de la Russie contemporaine et de ce qu'on appelait encore récemment l'espace post-soviétique. Une question sur ton passé. Comment est-ce que tu es arrivé aux études russes ? C'est un mystère absolument impénétrable. Je ne sais pas. Je ne sais pas et j'aurais tendance à répondre aujourd'hui par erreur. Mais raconte-nous cette erreur, c'est intéressant. Le fait est que je suis né et j'ai grandi dans une toute petite ville de province dans laquelle le russe, malheureusement, évidemment, n'était pas enseigné et que j'ai eu assez tôt une appétence pour les pays lointains, exotiques et fascinants. Et c'était quel petit village ? Non, c'est pas vraiment un village, c'est Le Creusot en Saône-et-Loire. Ah, d'accord. Mais bon, le russe n'est pas enseigné à 150 km à la ronde. D'accord. Et en classe de première, j'ai beaucoup hésité entre apprendre par correspondance. Donc, en France, nous avons un système d'enseignement à distance qui était déjà extrêmement développé et très efficace. J'ai hésité longuement entre apprendre le chinois, l'arabe ou le russe. Et je crois que c'est Dostoïevski qui m'a convaincu que le russe, c'était pas mal, que je me suis fait la promesse de lire Crime et Châtiment dans le texte. Et donc, j'ai commencé à apprendre le russe par correspondance à l'époque. Et c'était à quel âge environ ? J'étais en première, j'avais 16 ans ou 17 ans. D'accord. Et tu adorais déjà Dostoïevski ? Et je connaissais déjà Dostoïevski et je l'admirais beaucoup. Est-ce que tu as gardé cette admiration ? Pas du tout. Absolument pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui... C'est très difficile à dire. Mettons que je me suis lassé, et puis comme l'indique sans doute mon parcours ultérieur, je ne suis pas ce qu'on appelle un littéraire. J'adore la littérature, mais je serais bien incapable de l'enseigner. D'accord. Voilà. Donc, revenant sur le passé, sur le commencement de ta longue relation avec la langue russe, très passionné le début, donc tu as décidé extrêmement passionnel, c'est-à-dire que j'ai appris le russe en première et en terminale par correspondance, et que je m'étais fixé comme objectif d'atteindre un très bon niveau, et j'ai échangé toutes mes langues au moment de passer le bac. J'ai passé le russe en langue vivante 2, j'ai eu une très bonne note, mais ensuite, évidemment, mes parents n'auraient pas compris que je m'inscrive en fac pour faire du russe. Pourquoi ? Mes parents... comme beaucoup de gens, n'auraient pas tellement compris l'intérêt à se plonger dans des études de lettres pures, de langue, une langue aussi exotique et aussi vaguement menaçante que pouvait l'être le russe en 90-91. Donc je me suis bien sagement inscrit en fac de droit, mais une fois que j'ai eu un petit diplôme en poche, j'ai expliqué à mes parents que non, moi ce que je veux faire c'est du russe, et donc j'ai opéré un virage et je me suis inscrit en études russes, d'abord à Dijon, mais à l'époque, ça n'allait pas au-delà de la 2e année de DUG, et ensuite à Paris. Et donc, ça veut dire que c'est seulement à l'université que tu as eu le premier contact avec le russe vivant. Exactement. Mais qu'est-ce que ça a donné ? Parce que donc, étudier par correspondance à l'époque, ça voulait dire même pas avoir des matériaux audio. Si, on avait des petites cassettes. Je ne sais pas si tu te rappelles les petites cassettes qu'on a tous eues et qu'on a tous manipulées avec passion quand on était ado. Si, ça marchait pas mal, et je crois, sans faux fantrer, que j'avais un assez bon niveau. Parce qu'à la fac, ça s'est très bien passé. Super. Mais les contacts avec les russophones étaient beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. À Dijon, est-ce qu'il y en avait ? La présence russophone était très limitée, surtout à Dijon, bien sûr.
Et donc, quand est-ce que tu as pu contacter tes premiers russophones vrais et réels? Ici à Paris, à l'université, à l'époque Paris 4. Aujourd'hui, Sorbonne Université, où et les enseignants d'une part, mais aussi tous les camarades, les collègues, étaient pour beaucoup quand même russophones, déjà en 93, 14. Et comment tu as choisi tes sujets de recherche? Je ne les ai jamais choisis, je crois que ce sont eux qui m'ont choisi. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ce sont des questions qui m'intéressent, que je trouve intéressantes. C'est stupide comme réponse, mais... Mais donc, j'ai vu que dès le début, tu t'es intéressé par l'ethnographie. Alors, je suis, sans doute parce que je suis moi-même un provincial, j'ai toujours eu une fascination toute particulière pour la province russe, ou n'importe quel pays d'ailleurs. Les capitales m'ennuient. Les capitales m'ennuient profondément. Elles sont toujours fausses, elles sont toujours kavarne, comment dire. La province, en revanche, ne ment pas, ce qui est ma tragédie actuelle d'ailleurs. Effectivement, tu te trouves à Paris, ça doit être insupportable. Non, là, peut-être une idée stupide selon laquelle la province est authentique et qu'on y parle la langue la plus proche de... Je sais, enfin bref, c'est quelque chose d'assez indicible finalement. Moscou et Saint-Pétersbourg m'ont toujours ennuyé. Et donc dès que j'avais la possibilité, évidemment la découverte de Moscou, mon premier séjour en Russie très court, en 93, a été un choc. Dans le sens très positif du terme, un choc, mais terrible. Depuis 3 ans ou 4 ans, je m'intéressais vraiment à cette langue et à cette civilisation, et le fait de pouvoir y aller, ça a été évidemment une révélation et une confirmation de mon goût pour cette langue et ce pays. Mais dès que j'ai eu la possibilité d'aller plus loin en province, je l'ai saisi. Et donc mes sujets de recherche originels, l'histoire de l'ethnographie, de l'anthropologie, les travaux réalisés en province, notamment en Sibérie, par les exilés politiques du XIXe siècle. Ensuite, je me suis intéressé, plutôt dans le cadre de ma thèse, aux savants locaux, aux historiens locaux qu'on appelle kraïvides. Et donc, j'ai eu l'occasion, là, en toute conscience tranquille, de visiter des dizaines de villes de province, de petits musées de province. Et ça me ravissait profondément. Et donc, quels étaient tes premiers contacts avec les provinces russes? Donc, après Moscou, choquante. Alors, Saint-Pétersbourg, c'est la province, ça ne va pas plaire beaucoup à pas mal de collègues. Non, je blague. Il se trouve que j'ai rapidement trouvé l'amour en Russie, c'est une histoire classique, et que dans la famille, celle qui est devenue ma femme, on a une maison à la campagne, tout à fait perdue, dans le district de Valdai, de la région de Novgorod, où on passait nos étés, la plupart des vacances. C'est un des premiers contacts avec la vraie province. Et puis, encore une fois, dans le cadre de ma thèse, j'ai beaucoup voyagé quand même dans le Grand Nord, dans les régions de la Volga et en Sibérie occidentale. Et quelles sont tes régions russes préférées? Ma région, encore une fois, c'est très peu original. Évidemment, la région d'Irkoutsk, la ville d'Irkoutsk, le Baïkal, les villages autour du Baïkal. J'adore aussi la région de Novosibirsk, au-delà de Birsk, et ces villages sibériens si caractéristiques. J'ai une appétence particulière pour l'Est et pour le Nord. J'aime beaucoup la région d'Arkhangelsk, j'aime beaucoup Vologda, Toyma. Peut-être parce que c'est l'extrême nord, l'extrême orient. C'est ça, il y a quelque chose de cet ordre, bien sûr. L'idée d'aller conquérir des confins, d'aller loin. Et j'aime quand il fait froid, et j'aime la rudesse des paysages, j'aime... Est-ce qu'il y a au contraire quelque chose qui t'a choqué négativement dans la campagne et les campagnards russes? Ma réponse sera forcément stupide, mais l'absence de confort. Évidemment, l'absence d'eau courante, qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est pas l'absence d'eau courante, dont je me débrouille très bien sans eau courante ou avec les toilettes au fond du jardin, on connaît tous l'histoire, mais ce qui m'a choqué, c'est de prendre conscience assez rapidement que la deuxième superpuissance mondiale avait 70% de ses habitants ou quelque chose comme ça, sans eau courante et avec des toilettes au fond du jardin. Ça m'avait plus interpellé que choqué d'ailleurs, mais les conditions de vie dans la Russie rurale, évidemment, n'ont rien à voir avec celles que je connaissais dans la France rurale.
Est-ce que tu penses que ça t'a donné quelque chose, ça t'a changé en quelque façon? Mais évidemment. Évidemment, et c'est la première chose sans doute qu'on devrait dire aux personnes qui apprennent le russe, mais je soupçonne que ça concerne toutes les langues étrangères finalement. Mais apprendre le russe, ça transforme une personne. En quoi? Apprendre l'anglais, c'est anodin. Apprendre l'allemand, c'est presque anodin. Apprendre le russe, ou l'arabe, ou le chinois, transforme, mais vraiment, sans verser dans l'ethno-linguistique, ça transforme une vision du monde, ça transforme les manières de communiquer. Évidemment, les personnes avec lesquelles tu vas pouvoir communiquer, Mais tu peux ça te donner donne des accès à des textes, ça te donne accès à des sources textuelles ou orales qui finissent forcément par modifier ta vision du monde. Et d'une manière, et c'est très difficile à verbaliser, mais d'une manière plus radicale, évidemment, que lorsqu'il s'agit d'anglais ou d'italien, me semble-t-il. des exemples, est-ce que tu en as? Des exemples. Quelque Et chose que sans parler forcément de littérature, ne serait-ce que la lecture de la presse quotidienne en Russie. C'est une expérience qui n'a rien à voir avec la lecture de la presse quotidienne en Europe occidentale. Cette conscience qui vient assez rapidement qu'il faut lire entre les lignes. Et même après la chute de l'Union soviétique, même dans les années 90, l'apprentissage de la lecture de la presse en russe, c'est un double apprentissage finalement. Il ne s'agit pas simplement de langue, il s'agit de techniques, de dévoilement ou de voilement de la réalité qui finissent par te faire comprendre que le russe était un peu une langue avec plusieurs tiroirs comme ça. Mais la littérature russe est à plusieurs tiroirs. C'est une des grandes particularités de cette langue et qui m'intéresse particulièrement. Et donc tu ne vas plus en vacances en Russie ou tu continues? Est-ce que cette Non. maison Non, non. Ça fait, pour la première fois depuis 1993, je ne suis pas retourné en Russie depuis maintenant plus de 4 ans et demi. La dernière fois, c'était pour le Nouvel An 2020, puisqu'ensuite est arrivée l'épidémie, la pandémie de Covid, qui nous a cloués au sol pendant un moment, parce que tous les membres de la famille sont passés les uns après les autres, on a dû annuler nos billets les uns après les autres. Et puis ensuite, évidemment, la guerre qui fait qu'aujourd'hui, mais c'est une décision ferme, je ne veux pas retourner en Russie. Pourquoi? Quelle est ton explication personnelle? Parce qu'il y a le cadre institutionnel qui est connu, mais aussi ce qui nous intéresse, ce sont les visions personnelles des personnes. Ce que je vais dire est foncièrement crétin. Mais j'ai l'impression d'avoir été profondément trahi. Ce pays m'a trahi. J'ai donné beaucoup de temps, beaucoup d'amour, énormément d'amour à ce pays, peut-être pas, mais à cette langue, à cette culture, aux centaines, aux milliers de gens que j'ai rencontrés. Et j'ai l'impression aujourd'hui, et j'aimerais pas donner l'impression que je suis complètement nombriliste, mais j'ai l'impression que tout ça m'a tourné le dos, m'a trahi en commettant l'acte irréparable du 24 février. Et que c'est pas du tout ça enfin, c'est inacceptable. Voilà. Pour prendre une comparaison complètement stupide, j'ai l'impression d'être un mari trompé qui découvre la forfaiture de son épouse ou de son époux 25 ans plus tard. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir été le crétin de l'histoire, le dindon de la farce pendant 20 ans, avec ces lunettes roses. La maladie des lunettes roses est une maladie assez fréquente, je crois, chez les russisants. Où, évidemment, quand on te demande dans la rue ou dans les... Ah, qu'est-ce que tu fais? J'apprends le russe. Puis j'enseigne le russe. Alors là, les gens te regardent les yeux ronds. Ils ont dit, mais pourquoi? Et qu'est-ce que c'est? Oui, mais la Russie, c'est ceci, c'est cela. Et quand on est russisant, on a toujours tendance, en tout cas moi, une tendance à arrondir les angles comme ça, à dire mais non, c'est pas si terrible, mais non, c'est tellement formidable, mais non, les gens sont tellement gentils. Et puis le 24 février à 8h du matin ou à 7h du matin, tu te rends compte que non, tous ces gens, qu'une bonne partie des gens si gentils que tu aimais tant, ne sont pas gentils du tout. Et que cette civilisation que tu avais passé des années, des décennies parfois, à apprivoiser, à essayer de comprendre, sans jamais vraiment la comprendre, parce que c'est le deuxième énorme problème des études russes, c'est que personne ne comprend finalement. Et que tout ça t'a tourné le dos, et que c'est irréparable, que tu vas plus jamais te remettre en ménage avec ce qui a façonné
fasciné, façonné ta vie pendant 25 ans. Le 24 février, comment est-ce que tu as appris de ce qui s'était passé et quelle était ta toute première réaction? Je mentirais si je disais que j'ai été surpris. Je n'ai pas été surpris, j'ai été profondément horrifié, bien sûr, et très déçu sur le plan personnel, puisque je savais que cette fois-ci, c'était définitif, je n'irai plus jamais en Russie. Non pas que je le regrette, mais j'ai pris la décision définitive de ne plus jamais retourner en Russie. Parce que de ces événements qu'on ne pardonne pas, je répète. Dire que ce serait une surprise, ce serait faux, même si je fais partie de ces idiots qui, jusqu'au dernier moment, à la question « alors, quand vont-ils attaquer ?» je répondais « mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas possible, mais non, c'est pas possible ». Malgré tout le faisceau de preuves qu'on avait sous les yeux, malgré la logique interne finalement du système poutinien, j'ai joué à l'autruche jusqu'au 23 au soir, jusqu'au moment de me coucher. Et donc, enfin voilà, c'est aussi simple que ça finalement. Il y a plusieurs femmes des hommes alcoolisés qui font la même chose, t'inquiète pas. Et donc, quels ont été les changements administratifs pour toi? Finalement, pas beaucoup de choses, sinon que, ça je ne l'ai pas précisé, mais j'occupe également un demi-poste de maître de conférence de russe, cette fois-ci de langue russe exclusivement à l'école polytechnique. Et l'agression russe a fait chuter vertigineusement le nombre d'élèves polytechniciens et polytechniciennes qui choisissent d'apprendre le russe. Un exemple tout bête, il y a 5 ans, nous avions 96 élèves débutants pour le russe. Pour la rentrée de septembre, là, on en a 11. Et qui ont tous, et c'est tout à fait, enfin ça n'est pas surprenant du tout, qui ont tous et toutes un profil plutôt militaire. L'intérêt pour le russe, notamment l'intérêt pragmatique, qui est d'une importance importante, enfin qui est très important pour les polytechniciens, qui sont des gens pragmatiques, c'est complètement tari lorsqu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus aller en Russie, que les échanges économiques avec la Russie étaient proscrits, en tout cas impossibles, qu'on ne pourrait pas faire de stage linguistique, qu'on ne pourrait pas faire de voyage en Russie, qu'on n'irait pas voir les musées et les ballets russes. Ils se sont reportés sur d'autres langues, et je le comprends très bien, je ne peux pas du tout leur en tenir rigueur. À l'université, les effectifs sont en baisse aussi, notamment au niveau du master, puisqu'on travaille dans le cadre enseigne le russe, la civilisation, dans le cadre d'un master qui s'appelle Gestion et commerce international, on en parlait tout à l'heure. Et évidemment, les perspectives économiques avec la Russie sont pas très brillantes, donc voilà, c'est pareil, nos effectifs sont en chute libre, au point que cette année, 2023-2024, nous avions tout simplement 0 étudiant en master. On en a 3 a priori à la rentrée prochaine. Enfin, c'est très triste, mais je le comprends parfaitement. En revanche, au niveau de la licence, on s'en sort plutôt bien grâce à l'arrivée de russophones, de Russie ou d'Ukraine, qui choisissent ce parcours langues étrangères appliquées, donc avec un apprentissage de l'anglais, du français et ce module de russe qui est très important, mais qui permet à des personnes qui sont peut-être encore un peu fragiles en français, de commencer les études supérieures en France en ayant la certitude de réussir un module, si tu veux, qui est celui du russe. Même si cette certitude est un peu trompeuse, dans le sens où on leur fait faire de la grammaire, ce que beaucoup de russophones n'ont jamais fait réellement, et de la traduction, ce qui est difficile quand on ne maîtrise pas très bien le français ou l'anglais. Mais enfin bon, les effectifs se maintiennent à peu près. Ce qui a changé, évidemment, alors là, sur le volet recherche de mon activité d'enseignant-chercheur, c'est évidemment la rupture complète de tous mes liens avec les collègues russes. L'absence de voyage en Russie, enfin la fin des voyages en Russie, évidemment. Donc plus d'accès aux bibliothèques, plus d'accès aux archives, plus d'accès aux musées, plus d'accès aux librairies, plus d'accès non plus aux librairies en ligne. J'avais l'habitude, comme beaucoup de collègues, de commander assez régulièrement des ouvrages sur différents sites russes. Évidemment, tout ça, c'est du passé. Et donc, évidemment, l'accès aux sources primaires est devenu, sinon impossible, en tout cas très très difficile. Très très difficile, d'autant que j'étais en correspondance très régulière avec des collègues, notamment dans des musées de différentes régions en Russie. Et aujourd'hui, j'ai peur de leur écrire. Pourquoi? Bon, certains d'entre eux ne me répondent pas, tout simplement, et donc j'ai cessé d'écrire. Et pour d'autres, j'ai trop peur.
Je ne veux pas savoir ce qu'ils pensent, je ne veux pas savoir quelle est leur position, je ne veux pas avoir la confirmation que j'ai entretenu des liens amicaux avec des connards ou des connasses. Pardon d'utiliser ces mots, mais voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et donc, comment est-ce que tu mènes tes recherches actuellement? Tu as changé quelque chose Eh ben, je mène mes sujet? recherches sans aller en Russie et sans être en contact avec des Russes. Comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Heureusement, il y a utilises? des bibliothèques. Il y a des bibliothèques et le réseau Internet, évidemment. Mais l'accès aux sources primaires est quasiment impossible. Donc, disons, pour le dire peut-être un peu simplement, que je me réfugie dans l'histoire des phénomènes. Et donc, je m'intéresse beaucoup, et c'est mon grand projet des années à venir, à l'histoire des musées en Russie, et notamment en Union soviétique. Et là, je crois que j'avais eu déjà l'occasion d'accumuler une bibliographie, enfin des sources que je pourrais exploiter, sans avoir besoin ni d'entrer en contact avec des spécialistes sur place, ni d'aller en Russie. Est-ce que les questions que tu poses à tes matériaux ont changé? Non, je ne crois pas. La façon dont j'interroge, par exemple, l'histoire des musées ou l'élaboration des collections. Mais là, c'est un chantier qui est gigantesque et sur lequel se sont déjà penchés plusieurs spécialistes européens. Pour le dire simplement, la question de l'impérialisme des collections muséales en Russie. Pour la question du colonialisme, la question... Et comment tout ça se traduit dans les scénographies des grands et des petits musées. La question des nationalités, la question de la russification dans certaines régions de Russie. Évidemment, tout ça sont des questions dont j'avais conscience avant le 24 février, mais qui sont devenues beaucoup plus centrales aujourd'hui. En tout cas, qui, avec le recul qu'on a sur la catastrophe, qui permettent d'interroger un peu différemment des matériaux dont on avait déjà connaissance avant la guerre. Oui. Est-ce que ce contact avec l'histoire, donc des matériaux un peu anciens, te donne des réponses à cette catastrophe d'aujourd'hui? Est-ce que cette trahison devient un peu plus claire maintenant quand tu ouvres un peu la porte de l'histoire, ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Pas du tout. Pas du tout même, parce que, mais comme tous les collègues, j'essaie de m'interdire, c'est très difficile, les conclusions hâtives, les théories fumeuses. Enfin, tu sais, je n'ai pas confiance dans les gens qui savent. Et quand quelqu'un te dit oui, il va se passer ça, c'est parce que c'est comme ça et ça s'explique par ça. Je suis toujours très circonspect à l'égard des personnes qui pensent avoir tout compris. Parce que la seule chose que moi j'ai comprise, c'est que j'ai rien compris. Donc, pour revenir à ta question, la connaissance de l'histoire apporte tout au plus des éclairages, des précisions, des faisceaux d'intuition comme ça, qui permettent évidemment de comprendre ce qui se passe, mais surtout pas de comprendre aussi ce qu'il va se passer, et encore moins finalement pourquoi ça se passe comme ça. Penses-tu que les Russes du 19e, parce que je m'imagine que quand tu t'intéresses par l'histoire des musées, c'est plutôt le 19e. Oui, oui, oui. Ah. Alors, ça dépend de quel musée on parle. Mais oui, grosso modo, ça commence au 19e, plutôt fin du 19e. Est-ce que les Russes qui donc font la première histoire des musées, les Russes du 19e, sont aussi méchants que les Russes d'aujourd'hui? C'est une provocation, bien sûr, c'est une question provocatrice, mais j'aime bien écouter la réponse. Tu m'as fait dire que les Russes étaient méchants. C'est méchant. Non, mais en tout cas, dans la politique muséale russe du 19e siècle, et même dans certains petits musées de province, on avait déjà ce souci assez dominant comme ça de ce que je pourrais appeler russification ou de appropriation. Oui, donc en quelque sorte d'appropriation aussi. En tout cas, ce regard, un bon exemple, c'est le département, à l'époque on l'appelait le département ethnographique du musée russe à Saint-Pétersbourg, qui était le musée de l'Empire, le musée des habitants de l'Empire, sous
les bons auspices du bon tsar, et qui était une construction idéologique finalement, avant d'être une construction scientifique. Et il a eu des échos un peu dans beaucoup de régions, notamment des régions non russes de l'Empire, où le discours dominant était la supériorité indubitable de la culture et de la langue russe sur les langues et les cultures locales, autochtones. Donc le musée a aussi joué un rôle dans l'impérialisme russe, évidemment. C'est un peu différent pour les tout petits musées que j'appelle les musées spontanés, c'est-à-dire ces musées qui naissent dans des petites villes de province d'une initiative locale, parce qu'il y a une dame ou un monsieur qui est un peu le fou du village, comme ça, qui se dit « mais c'est super intéressant ce que je vois autour de moi, je vais collectionner les planches À tisser, à filer. filer. À filer, ou voilà, ce type de collections spontanées comme ça qui ont donné lieu. Alors ça, c'est apparu, c'est le grand paradoxe. Hein. L'immense majorité des musées qui existent encore aujourd'hui en Russie sont nés après 1917, dans les années 20. Voilà, donc ces musées étaient évidemment, par leur essence même, beaucoup plus étrangers à ces constructions idéologiques. Et donc, si on prend un petit musée d'une toute petite ville, créé donc après la création de l'Union soviétique, est-ce que ça fait partie de la culture qu'il faut mettre un peu de côté actuellement parce que c'est la culture russe, ou c'est un exemple d'une culture locale qu'il faut sauver? Ah non, c'est très nettement un exemple d'une culture locale qu'il faut à tout prix conserver. Parce que c'est là qu'est une partie, je trouve, injustement sous-estimée du patrimoine russien, et non pas russe. C'est-à-dire parce que des petits musées comme ça, il y en a dans toutes les régions de Russie, et évidemment aussi, et peut-être surtout dans les régions non russes de la Fédération. Le Tatarstan est un des leaders en Russie par le nombre de ses musées locaux, ou Bashkortostan, le Bashkortostan, ou la Bouriatie, qui ont pu, au début des années 90, faire un peu le ménage aussi dans leur fond et dans leur scénographie et se débarrasser de cette couche idéologique dont je parlais, un peu russo-centrée. Donc on a de vrais musées de la culture tatare, de la culture bashkire, ou dans le Caucase. Malheureusement, je connais pas du tout. Je suis jamais allé dans aucune république du Caucase. Je connais très mal le sud de la Russie, donc je ne peux pas trop en parler. Sinon que la situation des musées en Tchétchénie est absolument catastrophique. Ça, et je pense qu'on comprend tous et toutes pourquoi. Mais catastrophique sur quel point de vue? Qu'ils ont été tous musées bombardés ou qu'ils sont idéologisés? Les collections des musées tchétchènes ont évidemment énormément souffert pendant les deux guerres de Tchétchénie, mais aujourd'hui, je crois que le coup qui leur est porté par le clan de Kadyrov est bien plus dur encore que le coup des deux guerres tchétchènes. C'est-à-dire que les musées tchétchènes, le musée national de Tchétchénie, est une construction idéologique entière à la gloire de Kadyrov. Et les collections ne sont pas des collections muséales, finalement. Ce sont des collections complètement artificielles qui chantent les louanges du grand peuple tchétchène mené glorieusement par son leader. Bon, tu vois à peu près la construction. En revanche, des musées locaux au Tatarstan ou en Oudmourtie ou dans d'autres régions avaient assez bien, en tout cas selon moi, redirigé leur politique muséale et créé de véritables des collections. Alors évidemment, des collections intelligemment conçues, des collections parce que la muséologie de l'Est, comme on dit, notamment la muséologie soviétique, ont laissé des traces extrêmement fécondes dans tous ces musées de Russie. Et donc les choses sont faites sérieusement, sont très bien faites, et lorsqu'on les débarrasse de leur vernis idéologique, ça donne des résultats absolument fascinants et profondément intéressants. Mais actuellement, est-ce qu'ils gardent cette disposition ou l'idéologie va rentrer dans les musées? Je sais que tu n'es pas sur place. Je ne suis pas sur place, mais on voit passer des choses, et puis il y a quand même des suspicions. L'énorme problème de l'immense majorité de ces musées,
je parle de ce qu'on appelle kraïevitchские musées, et qui sont environ 3000 en Russie, qui sont de tailles diverses, etc. Je ne parle pas des grands musées russes, des grands musées des capitales notamment. L'immense problème que rencontrent ces musées, c'est qu'ils sont financés par l'État. Enfin, qu'ils dépendent financièrement de l'État, en grande partie. Et donc, on voit très bien ce que ça donne sur le plan de la mise en œuvre des politiques muséales, des expositions. Aujourd'hui, on a j'ai cru comprendre, sans jamais le voir de mes propres yeux, mais on voit des photos circuler dans tous les musées. On a maintenant une petite vitrine ou un petit stand à la gloire des héros tombés pendant l'opération militaire spéciale. De la même manière qu'on avait, à la fin des années 90, des vitrines consacrées aux héros de la guerre de Tchétchénie. Et tout se mélange, parce que c'est une autre discussion, mais le mythe de la Seconde Guerre mondiale, oui, le mythe fondateur du poutinisme, c'est en grande partie, je crois, la victoire de 1945. Et il occupe une place absolument disproportionnée dans tous ces musées. C'est-à-dire que et une place disproportionnée dans l'espace du musée, mais sous-dimensionnée peut-être dans le discours des gens qui travaillent dans le musée. C'est-à-dire que toutes ces expositions, souvent permanentes, qui sont consacrées à la Seconde Guerre mondiale, à la Grande Guerre patriotique, c'est une sorte de concession que l'on fait au pouvoir pour être dans le rang, pour rester dans la ligne idéologique, pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut à côté. Dès lors que tu as ta salle consacrée aux héros de la Seconde Guerre mondiale, de la grande victoire, avec un Staline triomphant, évidemment, et que tu as parlé de tous les héros et héroïnes du coin, tu peux te permettre, une salle plus loin ou deux salles plus loin, de parler du goulag, par exemple. Ou de parler de la crise économique des années 90. Il y a des musées qui parlent de ça. Ou de parler des déportations de masse, par exemple, au Tatarstan. Voilà, donc ça fait partie le passage obligé. Voilà, la salle de la guerre, et puis après, bon, ça va. Le député local ou le maire est venu, il a vu ça, il est content, Poutine va être content, donc voilà, le budget assuré pour l'année, tout va bien. Et donc évidemment, ça a une influence directe qui a des répercussions sur l'ensemble de la politique muséale. Et puis bon, sans compter et après, pardon, je me tais, mais sans compter que le ministère de la Culture lui-même publie assez régulièrement des règlements pour les musées, en quelque sorte. Et ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc ces musées, qui sont des musées publics, sont évidemment tenus de remplir toutes les obligations qu'on leur inflige du haut. Mais cette situation avec des salles consacrées à la Deuxième Guerre mondiale pour se permettre d'ouvrir d'autres salles, ça rappelle un peu la situation de citation de Marx, Lénine et Engels. Mais évidemment, évidemment. Aucune thèse soviétique ne pouvait commencer sur autre chose qu'une citation de Lénine. C'était impossible. Et après, tu pouvais écrire ce que tu veux, finalement. Non, bien sûr que non, mais enfin, ça te donnait la possibilité de... Oui, partir un peu sur de d'autres remplir directions. les pages suivantes. Voilà. Revenons à l'université. Tu te trouves avec des échanges académiques coupés et les étudiants que tu ne peux plus envoyer en Russie. Où est-ce que vous envoyez vos étudiants aujourd'hui? C'est une excellente question à laquelle j'ai une réponse très nette. Nulle part. Je sais que beaucoup d'institutions ou des collègues ont fait le choix, que je respecte parfaitement, hein, de proposer à leurs étudiantes et étudiants des séjours au Kazakhstan, par exemple, ou dans d'autres pays d'Asie centrale, ou en Géorgie, parfois même dans les pays baltes. En ce qui me concerne, mais c'est une position strictement personnelle, je ne tiens pas du tout à continuer à nourrir le russocentrisme et l'esprit colonialiste. Quand on va au Kazakhstan, c'est pour apprendre le kazakh, pas le russe. Voilà, je serais un peu étonné qu'on vienne en France pour apprendre, je sais pas moi, le japonais. Ça n'a aucun sens. Pour l'instant, je n'envisage pas de séjour linguistique. Alors, des échanges, pourquoi pas, à condition que les étudiants en question se mettent sérieusement à apprendre la langue de leur nouveau pays d'accueil. Tu peux faire du russe en Géorgie ou au Kazakhstan, mais à condition de te mettre aussi au kazakh ou au géorgien. Voilà. Enfin, le russe, c'est en Russie. On n'aurait plus idée, n'est-ce pas, d'envoyer quelqu'un apprendre le russe en Ukraine aujourd'hui.
Ce serait pour le moins étonnant. En tout cas, ce n'est pas un bon moment non plus pour envoyer les étudiants en Ukraine pour apprendre l'ukrainien. Non plus. Et pas pour le mépris de l'ukrainien, absolument. Et donc, ça veut dire que tu as devant toi donc, des groupes d'étudiants auxquels tu enseignes la langue et la culture de l'ennemi. Est-ce que c'est possible d'enseigner la culture de l'ennemi, du grand méchant? Alors, grand méchant, c'est très caricatural, mais de l'ennemi, oui. De l'ennemi de la démocratie telle que je la conçois, de l'ennemi de l'Ukraine, de l'ennemi du bon sens, de l'ennemi de tous mes amis russes, oui. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à le faire. Parce qu'il reste des gens très très bien en Russie et profondément malheureux. Enfin, tous les gens que je connais en Russie sont profondément, osons le mot, dépressifs. C'est un état de dépression qui est souvent latent, mais vraiment très profond. Donc oui, on leur doit ça, je pense. On leur doit ça, mais disons que, en ce moment-là, au cours de cet entretien, j'essaie de parler correctement, mais j'ai tendance, dans la vraie vie, à parler de manière beaucoup plus relâchée et utiliser pas mal de gros mots. Ce dont je ne me prive pas du tout dès la première année à l'université, lorsque j'explique ma position concernant mon travail, qui consiste à enseigner le russe, ma position par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, par rapport à Poutine, par rapport à cette république bananière en décomposition. Voilà. Et ça peut déplaire. Ça peut déplaire parce qu'on trouve quand même des gens qui apprennent le russe par intérêt et admiration pour Vladimir Poutine et son système. Donc ça, c'est assez difficile. Mais attends, il y a aussi des étudiants qui, comme toi, l'apprennent pour l'amour de Dostoïevski. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Ces étudiants ne choisissent généralement pas la filière LEA. Ils s'inscrivent plutôt alors en russe, ce qu'on appelle la filière LLCER russe, c'est-à-dire qu'ils ne font que du russe. Le profil de nos étudiants en LEA est quand même beaucoup moins littéraire, beaucoup moins linguiste. Ce sont des gens qui apprennent deux langues, qui continuent à faire du français parce que la filière attire beaucoup d'étudiants étrangers, mais aussi de la gestion, du droit, du marketing et de l'économie. Donc c'est quand même, voilà, les intérêts intellectuels ne sont pas les mêmes que pour les étudiants qui sont fans de Dostoïevski, de Pouchkine ou de Tchekhov. Donc les contingents sont un peu différents. Voilà. Mais ça veut dire que donc, tu as des groupes qui ne peuvent pas apprendre le commerce parce qu'il n'y en a plus. Ils ne peuvent pas apprendre une culture intéressante à imiter, de laquelle ils peuvent prendre beaucoup de choses pour eux, non plus. Qu'est-ce que tu leur apprends? Je ne suis pas certain qu'on apprenne ou qu'on s'initie aux autres cultures pour les imiter. C'est-à-dire que l'apprentissage d'une langue ou d'une culture, ça peut aussi être parfaitement gratuit pour un enrichissement personnel, pour une ouverture sur le monde, qui, même si elle est un peu limitée aujourd'hui dans le cas de la Russie, procure quand même des satisfactions intellectuelles qui sont incroyables. Et puis, cette satisfaction un peu déplacée peut-être d'avoir tant d'interlocuteurs et d'interlocutrices russophones aujourd'hui en France, qui ne parlent pas tous un français irréprochable, enfin, beaucoup de gens réfugiés d'Ukraine ou de Russie. On a un vivier, en tout cas, d'échanges, de communication possible, en France, notamment à Paris aujourd'hui, qui est inédit, je crois. Donc non, tout n'est pas perdu, mais évidemment qu'à aucun moment je dis à mes étudiants, regardez, c'est ça qu'il faut imiter, c'est ça qu'il faut faire, regardez comme c'est chouette. Non, c'est pas chouette, parce que ça ne l'est pas, tout simplement. Mais c'est pareil, la comparaison est stupide, mais j'ai souvent l'impression d'être un prof d'allemand en France en 1942, tu vois, ça devait pas être très sympa d'être prof d'allemand en 1942. Mais pourtant, la langue allemande ne se limite pas à la Seconde Guerre mondiale. Oui, à l'époque, l'Allemagne n'était pas un ennemi officiel de la France. Pas comme la Russie aujourd'hui. La France a infligé des sanctions à la Russie, donc les connexions officiellement sont coupées. Mhm. Avec l'Allemagne, c'était une autre situation. Oui, la situation était différente, mais oui. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure on peut dire que la France et la Russie sont des États ennemis aujourd'hui. En tout cas, oui. Et l'inimitié est bien là, et les sanctions sont bien réelles, même si j'ai cru comprendre qu'elles ne donnent pas du tout les résultats escomptés, mais si ça ne tenait qu'à moi, mais ça restera en off,
j'aggraverais très lourdement les sanctions contre la Russie. Je pense qu'on pourrait le faire. Il faut saisir les actifs, il faut saisir les biens, il faut... de tous ceux qui gravitent autour du Kremlin, bien sûr, pas de tous les Russes, évidemment. La dernière question, est-ce que tu penses que les études russes en France ont un futur? Évidemment. Évidemment. Et là, pour le coup, je reste peut-être un incorrigible optimiste. Les étudiants, je la refais. Les études russes en France ont un avenir, et un grand avenir, ne serait-ce déjà que parce qu'elles ont un flamboyant passé et un présent qui n'est pas à négliger. Donc, je pense que la tradition de la slavistique française, et notamment de la russistique française, font que nous évoluons dans une école, ou en tout cas dans un cadre académique qui est extrêmement solide, extrêmement coordonné et organisé. Et la deuxième raison, c'est que le système russe est complètement pourri, absolument pourri, et qu'il n'est pas éternel, et qu'on verra, comme nous l'enseigne l'histoire, le maïatnik, le balancier revenir ou repartir, dans un sens un peu plus favorable, je crois, aux échanges, à la démocratie, au voyage. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça reviendra. Et même dans un scénario beaucoup plus sombre, 90, 91, nous l'ont montré, l'après-Poutine, quel qu'il soit, sera une période d'un très grand besoin de spécialistes occidentaux qui connaissent le russe, qui comprennent un peu la Russie. Ça, j'en suis persuadé. La Russie aura besoin de l'Occident. Après son aventure chinoise, elle reviendra. Un grand merci à Cédric Pernet pour cet échange passionnant et amusant. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ici, Revive Steve et Eva pour le podcast Études russes en Russie. À la prochaine.